Dégage avec ta Clio pourrie, tu fais fuir l'élite. A crié Sixtine devant tout le club. Je suis parti en silence. Elle m'a suivi pour continuer à m'insulter et s'est figée devant mon hangar. Car à l'intérieur, ces mots n'ont pas seulement été prononcés, ils ont été crachés, projetés avec une violence inouïe qui a semblé déchirer l'air sophistiqué et parfumé du Polo Club de Chantilly. Ma sœur aînée, Sixtine, se tenait là, au milieu du parking immaculé, ses talons aiguilles loup-boutin enfoncés dans le gravier blanc coûteux, le visage déformé par une rage qui contrastait horriblement avec l'élégance de sa robe Dior en soie sauvage. Autour de nous, le temps s'était suspendu. Des hommes d'affaires influents, des héritiers de vieilles familles françaises, des femmes portant des chapeaux valant plusieurs mois de salaire moyen, tous s'étaient figés. Leur conversation feutrée sur les dividendes et les derniers voyages aux Maldives s'était tue instantanément, remplacée par ce silence lourd et pesant qui précède toujours les exécutions publiques. Mon crime ? Mon impardonnable offense envers la dignité de la famille de Valois ? Avoir osé garer ma Renault Clio de grise de 2003, une voiture fidèle mais fatiguée, dont la peinture s'écaillait sur le capot comme une vieille peau brûlée par le soleil, juste à côté du Range Rover évoqué blanc nacré, flambant neuf, de Sixtine. Le contraste était visuellement violent. Ma voiture, avec son pare-choc arrière retenu par du ruban adhésif industriel noir et son pot d'échappement qui toussait une fumée âcre, ressemblait à une verrue purulente sur le visage parfait de ce parking rempli de Bentley, de Porsche et de chevaux de race. Sixtine s'est précipitée vers moi, une furie blonde et parfumée. Elle a arraché les clés de contact de ma main avant même que je puisse couper le moteur. « Tu es complètement malade ?» a-t-elle sifflé, sa voix tremblant d'une humiliation qu'elle ressentait jusque dans sa chair. Maman t'avait dit explicitement, par message, de te garer derrière. Près des poubelles des cuisines, là où les fournisseurs livrent les légumes. Le comte de Montmirail est juste là-bas, en train de fumer un cigare. Si la famille Lambert voit cette épave, je suis morte. Tu l'entends ? Morte. Guillaume va annuler la demande en mariage, c'est sûr. J'ai regardé ma sœur. Elle était magnifique, d'une beauté glaciale et travaillée. Mais ses yeux étaient vides de toute chaleur humaine, remplis uniquement de la terreur panique de perdre la face, de voir son château de cartes s'effondrer à cause de l'esthétique douteuse de mon véhicule. J'ai souri intérieurement. Un sourire triste, résigné, mais teinté d'une ironie qu'elle ne pouvait pas percevoir. Elle ne savait pas. Personne ne savait. Il voyait une jeune femme de 32 ans, mal habillée, les mains portant encore les stigmates du travail manuel, conduisant une ruine. Il ne savait pas que je venais de signer, moins de 12 heures plus tôt, un contrat de licence exclusif qui allait révolutionner l'industrie médicale européenne et suisse. Je n'ai rien dit. J'ai repris mes clés avec une douceur qui l'a déstabilisé. J'ai remonté ma vitre manuelle en tournant la manivelle qui grinçait horriblement hissé, un son qui a fait grimacer 2 dames en Chanel à proximité. J'ai reculé. J'ai vu Sixtine taper du pied, furieuse, vérifier frénétiquement son maquillage dans le reflet de sa vitre teintée. Je suis allé me garer loin, très loin, hors de vue, sous un arbre à l'écart, comme on cache une honte familiale inavouable. Mais alors que je marchais seul sous le soleil brûlant pour rejoindre l'entrée, serrant les poings dans les poches de mon jean usé, je savais que ce jour serait différent. Aujourd'hui, le masque allait tomber. La comédie avait assez duré. Bonjour à tous et bienvenue dans cette histoire. Avant de plonger dans les détails de cette journée qui a changé ma vie et celle de ma famille toxique, j'aimerais créer un lien avec vous. Dites-moi, d'où écoutez-vous cette histoire ? Êtes-vous installé confortablement à Paris, à Lyon, à Bordeaux ? Ou peut-être plus loin, au Québec, en Belgique, en Suisse ou en Afrique francophone ? Et quelle heure est-il chez vous en ce moment ? J'adore imaginer que nous sommes connectés à travers le monde par ces récits de justice et de résilience. Écrivez-le-moi en commentaire juste en dessous, je prendrai le temps de vous lire avec grand plaisir. Je marchais donc vers le clubhouse, sentant le regard méprisant des valets peser sur mon vieux jean et mon t-shirt simple en coton blanc. J'avais passé la nuit précédente, blanche, dans mon laboratoire, à finaliser l'assemblage microscopique d'un prototype de valve cardiaque. J'étais épuisé. Mes yeux me brûlaient. Et oui, il restait peut-être une trace de graisse de lithium sous mes ongles que la brosse chirurgicale n'avait pas réussi à faire partir ce matin.
Pour ma famille, cette trace noire était la preuve irréfutable de mon échec social, de ma déchéance. Pour moi, c'était la marque de mon succès, le sceau de mon expertise. En entrant dans le restaurant, l'air climatisé m'a frappé comme un mur de glace, portant avec lui l'odeur de l'argent, un mélange subtil de parfums de niche, de fleurs fraîches coupées le matin même et de plats raffinés à la truffe. Ma famille était déjà installée à la meilleure table, celle du fond, près de la baie vitrée, qui offrait une vue panoramique imprenable sur le terrain de polo où les chevaux galopaient dans un ballet puissant. Il y avait mon père, Hubert de Valois, un homme qui portait son nom à particules comme une armure médiévale, mais dont les investissements hasardeux dans l'immobilier de bureau avaient secrètement vidé les coffres familiaux depuis des années. Il maintenait l'illusion par la dette. Ma mère, Marie-Chantal, toujours anxieuse, toujours à ajuster son collier de perles, terrifiée à l'idée de ne plus appartenir à ce monde, de descendre d'un échelon sur l'échelle sociale. Et mon frère cadet, Com, 26 ans, un jeune homme arrogant, le produit parfait des écoles de commerce privées, qui venait d'obtenir un stage dans une banque d'affaires uniquement grâce au réseau de papa et qui pensait avoir déjà conquis la finance mondiale. Et bien sûr, Sixtine. Elle trônait en bout de table comme une reine, vérifiant son reflet. À côté d'elle, une chaise vide m'attendait. Une chaise qu'ils avaient fait ajouter au dernier moment, un peu en retrait, coincée entre le passage des serveurs et un pilier, comme pour un enfant qu'on tolère par obligation sanguine mais qu'on préfère ne pas trop entendre ni trop voir. « Tu es en retard, Fanelli », a dit mon père sans lever les yeux de la carte des vins, sa voix traînante et désapprobatrice. « Et tu sens, le garage. » C'est incommodant pour les autres convives. « Bonjour papa, bonjour maman », ai-je répondu en m'asseyant, ignorant la pique. Désolé, Titine a eu du mal à démarrer ce matin. L'alternateur montre des signes de faiblesse, j'ai dû bricoler un contact. Com a éclaté de rire, un rire bref, nasal et profondément méprisant, sans lever les yeux de son iPhone dernier cri. Titine ? Sérieusement, Fanelli, tu donnes encore des petits noms à ce tas de ferraille ? Quand est-ce que tu vas l'envoyer à la casse ? Ça devient gênant pour nous tous, tu sais. Hier, un collègue senior de la banque t'a vu au feu rouge près de la gare. Il m'a demandé si ma sœur avait des problèmes financiers graves. J'ai dû mentir. J'ai dit que c'était ta voiture, de collection, un délire hipster, pour faire une blague. J'avais honte, Fanelli. Vraiment honte. Elle roule très bien, Com, ai-je répondu calmement en dépliant ma serviette blanche, épaisse et amidonnée. Elle m'emmène d'un point A à un point B. Elle est fiable, économique, et je peux la réparer moi-même avec une clé de 12. C'est tout ce que je lui demande. Ce n'est pas la question. Est intervenue Sixtine, sa voix toujours tranchante comme un scalpel. C'est une question d'image. De standing. Nous sommes les de Valois, bon sang. Nous avons une réputation à maintenir dans cette ville. Surtout aujourd'hui. Les Lambert arrivent dans 10 minutes. Guillaume va demander ma main officiellement le mois prochain. Sa mère, Madame Lambert, est une femme issue de la vieille noblesse bordelaise, très traditionnelle, très rigide. Si elle te voit avec tes ongles sales, tes cheveux en bataille et ta voiture de pauvre, elle va penser que nous sommes une famille de déclassés, des nouveaux pauvres qui font semblant. Je suis ingénieur en micromécanique, Sixtine, ai-je rappelé pour la 100e fois. Mes mains sont mes outils de travail. Et je ne vois pas pourquoi l'état de ma carrosserie influencerait le jugement de Madame Lambert sur ton mariage. C'est toi qu'elle épouse, pas ma Renault Clio. Tu ne comprends rien, a soupiré ma mère avec une lassitude théâtrale, posant sa main baguée sur celle de Sixtine pour la calmer. Le monde fonctionne sur les apparences, ma chérie. C'est malheureux, mais c'est ainsi. Regarde ta sœur. Elle a réussi. Elle est directrice des relations publiques. Elle a une voiture de fonction magnifique, un appartement à Neuilly, un fiancé brillant. Toi, tu as 32 ans, tu es célibataire, sans enfant, et tu vis dans ce hangar à 100 lits. Tu bricoles des vieilles montres et des automates pour survivre. C'est décevant. Le mot a plané au-dessus de la table comme un nuage toxique, lourd et suffocant. Décevant. C'était le résumé de ma vie à leurs yeux. Depuis 10 ans, depuis que j'avais refusé de faire une école de commerce pour étudier la mécanique de précision et l'horlogerie à Besançon puis en Suisse, j'étais devenu le mouton noir.
L'erreur de parcours. Ils ignoraient tout de ma vie réelle. Ils n'avaient jamais cherché à savoir ce que je faisais exactement dans mon hangar. Pour eux, je réparais des réveils pour les brocantes du dimanche. Ils ne savaient pas que ce hangar abritait l'un des laboratoires de R&D les plus avancés de France, et que mes brevets étaient utilisés dans l'aérospatiale et la médecine de pointe. Je n'ai rien répondu. J'ai avalé ma gorgée d'eau, sentant une boule de colère froide, dense comme du plomb, se former dans mon estomac. Les Lambert sont arrivés quelques minutes plus tard. C'était une famille sortie tout droit d'un catalogue de la haute bourgeoisie conservatrice. Monsieur Lambert, banquier austère au costume gris fer. Madame Lambert, rigide dans son tailleur Chanel rose pâle. Et Guillaume, le fiancé, un homme mou, au sourire facile mais aux yeux fuyants, totalement sous l'emprise de Sixtine et de l'argent de ses parents. Les présentations ont été un supplice, une danse hypocrite parfaitement chorégraphiée. Et voici notre cadette, Fanelli, a dit mon père avec une voix qui s'affaissait en fin de phrase, comme s'il s'excusait de mon existence même. Madame Lambert m'a scruté par-dessus ses lunettes à monture d'écaille, son regard s'attardant impitoyablement sur mon t-shirt simple et mes baskets usées. Enchantée, mademoiselle. Sixtine nous a dit que vous étiez artiste ? Dans le sens bohème du terme ? Pas vraiment, madame, ai-je commencé, essayant de rester poli. Je suis spécialisée dans la conception de mécanismes de... Sixtine m'a coupé la parole brutalement, posant sa main manucurée sur mon bras avec une pression douloureuse, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. Elle est très manuelle. Elle adore réparer les vieux objets cassés. C'est un peu une passionnée de brocante, une bricoleuse du dimanche. C'est très... rive gauche, n'est-ce pas ? On l'aide un peu financièrement, bien sûr, c'est normal entre sœurs, la famille c'est sacré. J'ai senti le sang affluer à mon visage, me brûlant les joues. Elle mentait. Elle mentait éhontément pour me faire passer pour une assistée, une ratée sympathique qu'on entretient par charité chrétienne. Je n'avais jamais accepté un centime de mes parents depuis mes 18 ans. Au contraire, c'était moi qui avais discrètement payé la dernière opération de la hanche de papa via un virement anonyme à la clinique, maquillé en « prise en charge mutuelle exceptionnelle » pour ne pas blesser son ego fragile de patriarche ruiné. C'est très noble de votre part, Sixtine, a dit Guillaume en regardant sa fiancée avec une adoration aveugle. Tu as un grand cœur, ma chérie. Toujours à aider les plus faibles. J'ai failli m'étouffer avec mon pain. Sixtine, un grand cœur ? Sixtine était un requin en robe de soie, une prédatrice sociale qui dévorerait ses propres petits pour une place au premier rang d'un défilé de mode. Le déjeuner s'est poursuivi, une torture lente faite de petites humiliations, de piques voilées et de regards en coin. Il parlait de vacances aux Maldives, de fiscalité avantageuse au Luxembourg, de handicap au golf. J'étais invisible. Jusqu'au moment du dessert, où Madame Lambert a décidé de s'intéresser à mon cas avec une bienveillance condescendante qui était pire que le mépris direct. « Dites-moi, Fanelli » a-t-elle demandé en piquant sa tarte au citron meringué. Avec le mariage qui approche, nous aurons besoin de beaucoup d'aide logistique. Puisque vous avez du temps libre, Sixtine m'a dit que vous n'aviez pas beaucoup de clients en ce moment et que vos revenus sont modestes, peut-être pourriez-vous nous aider pour le vestiaire lors de la réception ? Nous engagerions une agence d'hôtesse, bien sûr, mais c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un de confiance, de la famille, pour surveiller les manteaux de fourrure et les cadeaux de valeur. Nous vous paierions au tarif horaire en vigueur, naturellement. Peut-être même un peu plus, par amitié. Le silence est tombé sur la table. Un silence absolu. Il me proposait de faire la bonne. Au mariage de ma propre sœur. J'ai regardé mes parents, espérant un sursaut d'orgueil, une défense, un « non, madame, c'est notre fille, elle sera invitée d'honneur, pas employée de service ». Mais mon père a simplement toussé dans sa serviette pour cacher sa gêne et ma mère a souri nerveusement, terrifiée à l'idée de contredire la belle famille riche. « C'est une proposition très généreuse, Madame Lambert », a fini par dire ma mère. Fanelli a toujours besoin d'un peu d'argent pour entretenir sa voiture et payer ses factures. Qu'en dis-tu, Fanelli ? Ça te ferait du bien de te rendre utile. C'était le coup de grâce. La trahison ultime. Ils étaient prêts à me transformer en domestique pour plaire à leurs futurs beaux-parents.
Il venait de me vendre pour une alliance sociale. Maintenant, je vous pose la question, à vous qui m'écoutez, les poings serrés devant votre écran. Imaginez cette scène. Votre propre mère, votre propre père, ceux qui sont censés vous protéger inconditionnellement, vous vendent comme main-d'œuvre bon marché pour ne pas froisser des invités prestigieux. Que feriez-vous? Auriez-vous renversé la table avec fureur? Auriez-vous pleuré de honte? Auriez-vous accepté en baissant la tête pour ne pas faire de vagues? Je veux vraiment savoir ce que vous auriez fait à ma place. Dites-le moi dans les commentaires, j'ai besoin de savoir si ma réaction était justifiée. Moi, j'ai choisi une autre voie. J'ai choisi le froid absolu, le calme avant la tempête. Je me suis levé lentement. Ma chaise a raclé le sol en marbre avec un bruit strident qui a fait sursauter Madame Lambert et tourner quelques têtes aux tables voisines. Je vais y réfléchir, madame, ai-je dit d'une voix blanche, dénuée de toute émotion. Veuillez m'excuser, je dois aller aux toilettes. Je ne me sens pas très bien. Je devais sortir de là. Je devais respirer. Je devais m'éloigner avant d'exploser, avant de leur hurler la vérité, de leur jeter mes relevés bancaires au visage et de briser cette mascarade. Mais le destin, ou peut-être la maladresse causée par ma fureur tremblante, en a décidé autrement. En passant derrière la chaise de Sixtine pour rejoindre le couloir, la bandoulière de mon vieux sac en cuir patiné a accroché le dossier sculpté de sa chaise. Le mouvement a été minime. Presque imperceptible. Mais les conséquences furent catastrophiques, dignes d'une tragédie grecque. Le bras de Sixtine a été heurté. Sa main, qui tenait son verre de Bordeaux Grand Cru, a vacillé. Le liquide rouge sombre a valsé. Il n'est pas tombé sur sa robe immaculée, heureusement pour elle ou malheureusement, selon le point de vue. Quelques gouttes, à peine 3 ou 4, ont éclaboussé la nappe blanche, atterrissant à quelques millimètres, je dis bien millimètres, de la base de son sac à main posé ostensiblement sur la table. Son fameux sac Hermès Birkin 30, couleur étoupe, en cuir Togo avec accastillage doré. Le saint graal des accessoires de mode, le symbole ultime de sa réussite supposée. Sixtine a poussé un cri strident, se levant d'un bond comme si elle avait été brûlée à l'acide sulfurique. « Tu es malade !» hurla-t-elle, oubliant toute étiquette, oubliant les Lambert, oubliant le décorum feutré du Polo Club. « Tu as failli ruiner mon Birkin. Tu sais combien ça coûte? C'est 20 000 €. 20 000. C'est plus que ce que tu gagneras dans toute ta vie misérable. » Tout le restaurant s'était tu. Les serveurs s'étaient figés, carafe en main. Le pianiste avait cessé de jouer. « Calme-toi, Sixtine », ai-je tenté de dire, bien que ma voix tremble sous l'adrénaline. Il n'a rien eu. Regarde. Pas une goutte n'a touché le cuir. C'est juste la nappe. Tais-toi. Continua-t-elle, le visage rouge brique, les veines du cou saillantes, méconnaissables de haine. Tu es une catastrophe ambulante. Tu es jalouse, c'est ça? Tu ne supportes pas de me voir réussir alors que tu pourris dans ta médiocrité crasse. Tu voulais détruire mon sac parce que tu sais que tu ne pourras jamais t'en payer même la hanse. Tu es une envieuse, une ratée, une petite chose aigrie. Sixtine, s'il te plaît, intervint Guillaume, gêné, rouge de honte, en essayant de lui toucher l'épaule pour la rasseoir. Tout le monde regarde. Chérie, calme-toi. Elle s'est dégagée violemment, en voyant valser la main de son fiancé. Je m'en fiche que tout le monde regarde. J'en ai assez de faire semblant. Papa, maman, regardez-la. Elle nous fait honte depuis des années. Elle arrive avec sa poubelle roulante qui pollue l'air que nous respirons, elle s'habille comme une souillon de gare, et maintenant elle essaie de détruire mes affaires par pure méchanceté. Je ne veux plus la voir. Elle s'est tournée vers moi, ses yeux lançant des éclairs de haine pure, une haine qui venait de loin, de l'enfance sans doute. Dégage, Fanelli. Va-t'en. Tu n'es plus invité. Ni au dessert, ni aux fiançailles, ni au mariage. Je ne veux pas de toi sur mes photos officielles. Je ne veux pas avoir à expliquer à mes amis de la haute société qui est la clocharde au fond de la salle. Sors d'ici. Disparais de ma vie. J'ai regardé mes parents. J'attendais. J'attendais encore, stupidement, l'enfant en moi espérait encore qu'ils interviennent. Qu'ils disent, Sixtine,
tu vas trop loin, c'est ta sœur. Mais mon père regardait ses chaussures italiennes avec une fascination soudaine, et ma mère pleurnichait silencieusement dans son mouchoir en dentelle, murmurant « Quel scandale, mon Dieu, quel scandale, que vont penser les Lambert ?» C'était fini. Le lien ombilical était rompu, tranché net par la lame de l'argent et du mépris. Quelque chose s'est brisé en moi, définitivement. Pas mon cœur, non, mon cœur avait été blindé il y a longtemps. Mais ma patience. Cette patience infinie que j'avais cultivée pour protéger leur ego fragile, pour ne pas les écraser sous le poids de ma réalité éclatante. Très bien, ai-je dit, ma voix résonnant étrangement calme dans le silence du restaurant. Je m'en vais. Adieu. Je me suis retournée et j'ai marché vers la sortie, le dos droit, la tête haute, sentant les centaines de regards brûler ma peau. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas couru. J'ai marché avec la dignité de ceux qui n'ont plus rien à perdre. Mais Sixtine n'en avait pas fini. L'humiliation publique ne lui suffisait pas. Elle voulait m'achever. Elle voulait me voir ramper dans la poussière. J'ai entendu ses pas précipités, agressifs, derrière moi alors que je traversais le hall vers le parking. Elle m'a suivi dehors, sous le soleil écrasant de midi. « Ne m'ignore pas quand je te parle. » A-t-elle crié en me rattrapant près de ma voiture, m'attrapant presque par l'épaule. Je me suis arrêtée, la main sur la poignée de porte en plastique noir, brûlante au soleil, de ma Clio. Je me suis retournée lentement. « Tu m'as chassée, Sixtine. Je pars. Qu'est-ce que tu veux de plus? Que je m'agenouille? Je veux que tu saches à quel point tu es pathétique. Tu crois que tu es digne? Tu es juste une ratée qui se voile la face. Regarde cette voiture. Regarde ta vie. Tu as 32 ans et tu n'as rien. Absolument rien. Pas de mari, pas d'enfant, pas d'argent, pas d'avenir. Tu es l'échec génétique de la famille de Valois. Une branche morte qu'il faudrait couper. Elle a donné un coup de pied violent, irrationnel, dans le pneu avant de ma voiture, laissant une trace de poussière blanche sur le caoutchouc noir. Une épave. Voilà ce que tu es. Une épave comme ta voiture. Vide et inutile. J'ai inspiré profondément l'air chaud, sentant l'odeur du goudron fondu. J'ai regardé ma montre, une Patek Philippe Nautilus Vintage, référence 3700, que j'avais moi-même restaurée et modifiée avec un mouvement tourbillon ultra fin de ma propre conception. J'avais volontairement vieilli le cadran et le bracelet pour qu'elle ressemble à une imitation bon marché achetée sur un marché aux puces. Sixtine n'avait jamais su regarder les détails. Elle ne voyait que ce qui brillait. « Tu as fini ?» ai-je demandé calmement. « Non. Je veux que tu disparaisses de ma vie pour toujours. Mais avant, je veux que tu admettes que j'ai gagné. Admets que je suis meilleur que toi. Admets que j'ai réussi là où tu as échoué lamentablement. » J'ai ri. Un rire sec, sans joie, un rire qui a semblé la surprendre. « Tu penses avoir gagné, Sixtine? Avec ton sac en leasing ?» Elle s'est figée, la bouche ouverte, comme si je l'avais giflée. « Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je sais que tu loues tes sacs sur ce site, Lux Rental. Je l'ai vu sur ton historique quand tu m'as demandé de réparer ton iPhone le mois dernier. Et je sais que ton Range Rover est en location longue durée, un leasing exorbitant au nom de la société écran de papa, parce que tu n'as pas passé le dossier de crédit personnel. Et je sais que tu es à découvert tous les 15 du mois, que tu jongles avec 3 cartes de crédit pour payer les intérêts des 2 autres. » Son visage a viré au gris. La peur a remplacé la colère pendant une fraction de seconde. « Tu mens. Tu es une menteuse pathologique. Tu inventes tout par jalousie. Je ne mens jamais. C'est ça la différence fondamentale entre nous, petite sœur. Toi, tu vis dans un château de cartes, une illusion fragile. Moi, je vis dans la réalité. La réalité brute. Je suis montée dans ma voiture. Le moteur a démarré avec un bruit de tracteur poussif, contrastant avec la gravité de mes mots. Tu veux voir ma réalité, Sixtine? Tu veux voir ce que la ratée cache vraiment dans son hangar? Alors suis-moi. Monte dans ta voiture de location et suis-moi. Si tu as le courage de voir la vérité en face.
J'ai claqué la porte, enclenché la première qui a craqué un peu, et j'ai démarré en trombe, faisant crisser mes vieux pneus sur le bitume brûlant, soulevant un nuage de poussière qui a dû salir sa robe Dior. J'ai regardé dans le rétroviseur central vibrant. Sixtine était restée plantée là 1 seconde, interdite, choquée. Puis, la rage a repris le dessus. Je l'ai vu courir vers son Range Rover, sortir son téléphone probablement pour appeler Guillaume et inventer un mensonge pour justifier son départ précipité, puis elle a sauté dans son SUV. Elle allait me suivre. Parfait. Le piège était tendu. La route départementale des 924 qui relie Chantilly à Senlis traverse une forêt domaniale magnifique, aux chênes centenaires et aux allées cavalières mystérieuses. Mais ce jour-là, c'était le décor d'une course-poursuite absurde et dangereuse. Je roulais vite, connaissant chaque virage, chaque nid de poule par cœur. Derrière moi, la calandre massive et agressive du Range Rover de Sixtine grossissait dans mon rétroviseur. Elle conduisait mal, trop vite, coupant les virages, aveuglée par la colère. Elle me collait au pare-choc, me faisait des appels de phare stroboscopiques, klaxonnait comme une forcenée. Mon téléphone, posé sur le siège passager, s'est mis à vibrer violemment. C'était elle. J'ai décroché et mis le haut-parleur, ma voix restant calme malgré la tension. « Tu m'emmènes où, espèce de folle ?» a craché sa voix saturée par la distorsion du réseau. « Dans ton taudis ? Tu crois que je vais avoir peur de tes cafards ? Je vais prendre des photos de ta misère, de tes murs moisis, et je vais les montrer à tout le monde. Je vais poster ça sur Instagram pour qu'ils voient bien qui tu es. Tais-toi et conduis, Sixtine. Concentre-toi. Et fais attention au virage du carrefour des Lions, il se referme en dévers. Ce serait dommage d'abîmer une voiture qui ne t'appartient pas légalement. La franchise est de 2500 €, je crois ? C'est ma voiture. Je vais te tuer. Arrête-toi. Patience, Sixtine. On arrive. Prépare-toi à une leçon d'humilité. J'ai raccroché. Nous arrivions aux abords de Senlis. Senlis est une ville médiévale, un joyau de pierre préservé, avec ses rues pavées étroites, ses remparts gallo-romains et ses hauts murs qui cachent des jardins secrets et des fortunes discrètes. Ce n'est pas une ville pour les pauvres. C'est une ville pour l'aristocratie qui ne dit pas son nom, pour l'argent qui ne fait pas de bruit. Sixtine devait être confuse. Pourquoi allais-je vers le centre historique, vers le quartier de la cathédrale ? Elle devait penser que je louais une chambre de bonne insalubre sous les toits, ou que je squattais une cave humide. J'ai tourné brusquement dans la rue de la Treille, une impasse pavée, sombre et fraîche, bordée de murs de pierre de 3 mètres de haut recouverts de lierre centenaire. Au fond, barrant la route, se dressait un immense portail en fer forgé noir, surmonté de pointes dorées à la feuille et d'un blason ancien à moitié effacé par les siècles. C'était l'entrée de l'hôtel de Montmorency, une propriété historique classée du XVIIIe siècle que j'avais acquise 4 ans plus tôt via une société écran suisse pour garantir mon anonymat absolu. Je me suis arrêté devant le portail imposant. Sixtine a pilé juste derrière moi, manquant d'emboutir mon pare-choc arrière à quelques centimètres près. Elle est sortie de sa voiture en furie, claquant la portière, et a couru vers ma vitre, tapant dessus avec son poing. « Qu'est-ce qu'on fait là ? C'est une impasse. Tu t'es perdue, idiote ? Ou alors, oh mon Dieu, ne me dis pas que tu fais le ménage ici. C'est ça ? Tu voulais me montrer que tu as les clés de service ? Tu voulais me prouver que tu nettoies les toilettes des riches ? Elle riait, un rire hystérique, triomphant, aigu. C'est pathétique, Fanelli. Tu m'as fait traverser la ville pour me montrer la maison de tes patrons ? Tu crois que ça m'impressionne que tu sois la bonne d'un milliardaire ? Je suis sortie de la Clio sans un mot. L'air était lourd, chargé d'électricité statique. Les oiseaux s'étaient tus. Je me suis dirigée vers le pilier de pierre à droite du portail. Il n'y avait pas de digicode visible, pas de sonnette, pas d'interphone vidéo. Juste une pierre lisse, ancienne, patinée par le temps. Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas gratter à la porte comme un chien ? Arrête ton cinéma. On va se faire arrêter pour violation de propriété. J'ai posé ma main droite à plat sur la pierre. Un scanner biométrique de dernière génération, dissimulé sous une fine couche de résine texturée imitant parfaitement le calcaire,
a lu mon empreinte palmaire et le réseau veineux de ma main. Une petite lumière bleue, presque invisible en plein jour, a pulsé une fois sous la pierre. Un déclic sourd, puissant, celui de verrous en acier trempé de qualité militaire qui se rétracte, a résonné dans le calme de l'impasse. Puis, dans un bourdonnement grave et profond de vérins hydrauliques souterrains, les 2 battants monumentaux du portail, pesant chacun 1,5 tonnes, ont commencé à s'ouvrir majestueusement vers l'intérieur. Le rire de Sixtine s'est étranglé dans sa gorge. Elle a reculé d'un pas, ses yeux passant du portail à moi, puis au portail encore, cherchant une caméra cachée, une blague, une explication logique. Mais, comment ? Tu as cambriolé ? Tu as volé le pass ? C'est quoi ce système ? Je suis remontée dans ma voiture. Je l'ai regardé à travers la vitre ouverte. Suis-moi, Sixtine. Bienvenue chez la ratée. Bienvenue dans mon monde. J'ai avancé dans la cour d'honneur pavée. Sixtine, hébétée, bougeant comme un automate, est remontée dans son Range Rover et m'a suivi. Le portail s'est refermé lourdement derrière elle, nous enfermant dans mon sanctuaire, coupant le monde extérieur et ses jugements. La cour d'honneur de l'hôtel de Montmorency était un chef-d'œuvre d'architecture classique, baigné de silence et de lumière dorée. Les façades en pierre de taille s'élevaient avec noblesse. Mais je ne me suis pas dirigée vers l'escalier principal du château. Je me suis dirigée vers l'aile droite, ce qui ressemblait aux anciennes écuries seigneuriales, un long bâtiment bas en pierre, aux portes de bois massif sombre. Je me suis garée devant. Sixtine a arrêté son moteur à côté de moi. Elle est sortie, regardant autour d'elle avec un mélange de crainte révérencieuse et d'incompréhension totale. Son cerveau refusait de traiter l'information. Pour elle, sa sœur était pauvre. C'était une vérité absolue, un dogme. Donc, cette maison ne pouvait pas être à moi. Il devait y avoir une autre explication. Je devais être la gardienne, la maîtresse du propriétaire, n'importe quoi d'autre. Où sont les propriétaires ? A-t-elle chuchoté, ayant perdu toute son arrogance, sa voix redevenant celle d'une petite fille effrayée. Fanelli, on va avoir des ennuis. On ne peut pas être ici. C'est une propriété privée. Il y a sûrement des alarmes. Il n'y a pas d'autre propriétaire, Sixtine. Juste moi. Je suis la seule propriétaire sur l'acte notarié. Je me suis plantée devant les portes des écuries, les bras croisés. Tu as dit tout à l'heure que mon garage te faisait honte. Tu as dit que je devrais avoir une vraie voiture, pour ne pas humilier la famille de Valois. Tu voulais que je conduise quelque chose qui reflète notre statut. J'ai sorti une petite télécommande noire, en carbone, de ma poche. Tu voulais voir ce qu'il y a dans mon garage ? Regarde bien. Ouvre grand tes yeux. J'ai appuyé. Les portes en bois ne se sont pas ouvertes comme des portes de grange classiques. Elles vont glisser latéralement avec une fluidité absolue, silencieuse, révélant qu'elles n'étaient qu'un habillage esthétique dissimulant une paroi de verre blindé et d'acier brossé de haute sécurité. À l'intérieur, l'obscurité a été chassée par une séquence d'allumage digne d'un film de science-fiction. Des rampes de LED au sol et au plafond se sont allumées progressivement, rangées par rangées, illuminant l'espace climatisé et hygrométré. Le sol n'était pas de la terre battue, mais d'une résine époxy noire miroitante, immaculée. Et là, posées comme des fauves endormis, alignées avec une précision militaire, elles attendaient. Sixtine a lâché son sac Hermès. Il est tombé par terre, dans la poussière de la cour, et pour la première fois de sa vie, elle ne s'en est même pas aperçue. Elle n'a pas bougé pour le ramasser. Elle a porté ses 2 mains à sa bouche, étouffant un cri de stupeur. Au centre, trônait la reine absolue, la divinité mécanique, une Bugatti Chiron Pur Sport. Une édition ultra limitée, carrosserie en carbone bleu nuit apparent, intérieur cuir terre de Sienne. Une machine de 1500 chevaux, un monstre de technologie française valant à lui seul plus de 3,8 millions d'euros. Elle semblait vibrer de puissance même à l'arrêt, ses lignes agressives capturant la lumière. À sa gauche, une Pagani Huayra Roadster. Une sculpture de vent, de titane et de fibres de carbone tressées, avec ses rétroviseurs en forme de feuille et son échappement central quadruple en titane bleui par la chaleur. Une œuvre d'art italienne estimée à 2,5 millions d'euros. À sa droite, pour l'élégance pure et l'histoire, une Facel Vega HK 500 de 1960,
restaurée à un niveau de perfection, concours d'élégance, noir profond, chromes étincelants. La voiture des rois, des stars et des philosophes de l'époque. Inestimable, unique. Et tout au fond, plus discrète mais redoutable pour les connaisseurs, une Porsche 911 GT3 RS verte lézard, mon jouet pour les sorties sur circuit le week-end, portant encore les traces de gomme de ma dernière session au Nürburgring. Sixtine a titubé. Elle a dû s'appuyer contre le mur de pierre rugueux pour ne pas s'effondrer. Ses jambes ne la portaient plus. Sa vision du monde venait de se fracasser. C'est un musée ? A-t-elle balbutié, sa voix montant dans les aigus, au bord de l'hystérie. Tu gardes ces voitures ? C'est un dépôt ? Tu es la gardienne ? Dis-moi ce que c'est. Dis-moi que ce n'est pas à toi. Je suis entré dans le garage. L'air était frais, filtré, sentant le cuir fin Connolly et la cire de Carnauba naturelle. J'ai marché jusqu'à la Bugatti, mes baskets crissant sur la résine, et j'ai posé ma main tachée de graisse sur l'aile arrière tiède du bolide à 4 millions. Ce ne sont pas des pièces de musée, Sixtine. Ce sont mes voitures. Mes cartes grises. Mes assurances. Je les ai achetées. Cash. Sans crédit. Sans leasing. TES voiture ? C'est impossible. Tu es fauché. Tu conduis une Clio. Tu t'habilles chez Tati. Tu gagnes le SMIC. Tu n'as même pas de quoi payer le vestiaire. Elle tremblait de tout son corps, secouée par une dissonance cognitive violente. La réalité qu'elle voyait ne correspondait pas à la réalité qu'elle s'était construite depuis 10 ans. Je ne gagne pas le SMIC. Et je ne répare pas des réveils pour les brocantes. Viens. Il y a autre chose que tu dois voir. La source. Je l'ai prise par le bras. Elle était molle, sans résistance, en état de choc traumatique. Je l'ai guidée vers une porte vitrée au fond du garage, sécurisée par un autre scanner rétinien, qui donnait sur une autre salle. C'était mon laboratoire. Mon antre. Oubliez l'image de l'atelier sale et sombre. C'était une salle blanche, digne de la NASA ou d'un bloc opératoire futuriste. Des établis de précision en granit anti-vibration, des microscopes électroniques 3D, des machines d'usinage CNC à 5 axes de la taille d'une armoire, des bras robotiques suisses qui assemblaient des composants microscopiques dans un silence religieux. Sur le mur du fond, une rangée de cadres noirs. Des brevets. Des dizaines de brevets internationaux, estampillés avec des sceaux officiels. Regarde ça, ai-je dit en la poussant doucement vers le mur. Tu vois ce petit mécanisme sur ce schéma ? C'est une valve cardiaque miniature autorégulée en titane biocompatible. Elle est implantée dans 15 000 patients à travers le monde. Chaque fois qu'un chirurgien en pose une à New York, Tokyo ou Berlin, je touche des royalties. Chaque battement de cœur me rapporte de l'argent. Je me suis tourné vers un autre cadre, montrant un mécanisme horloger complexe. Et ça ? C'est le système d'échappement gyroscopique à double axe que j'ai vendu à une célèbre manufacture suisse l'année dernière. Il équipe désormais les montres les plus précises et les plus chères du monde. Celles que Guillaume rêve d'avoir en poster dans son bureau mais qu'il ne pourra jamais se payer, même en vendant sa maison. Sixtine tournait sur elle-même, les yeux exorbités, regardant les machines, les écrans affichant des simulations 3D, les brevets. Elle avait l'air d'un enfant perdu dans une centrale nucléaire. Mais, pourquoi ? A-t-elle pleuré, sa voix se brisant. Pourquoi tu n'as rien dit ? Pourquoi la Clio ? Pourquoi ce t-shirt ? Pourquoi nous laisser te traiter comme de la merde pendant 10 ans ? C'était un test ? Tu te moquais de nous ? Je me suis appuyée contre mon bureau principal, croisant les bras sur ma poitrine. Parce que je voulais savoir si vous m'aimiez pour moi, Sixtine. Pas pour mon carnet de chèques. Pas pour ma gloire. Je voulais savoir si ma sœur m'aimerait si j'étais pauvre, si j'étais juste Fanelli. Et j'ai eu ma réponse aujourd'hui, n'est-ce pas ? Tu m'as chassé. Tu as eu honte de moi. Tu m'as renié pour un sac à main. Elle a baissé la tête, les larmes coulant librement sur son visage parfait, ruinant son maquillage coûteux, traçant des sillons noirs sur ses joues. C'est combien ? Tout ça ? A-t-elle demandé d'une voix étranglée, obsédée par le chiffre,
comme toujours. L'année dernière, ma holding personnelle, Valois Technologies, a déclaré un chiffre d'affaires consolidé de 58 millions d'euros. Mon bénéfice net personnel, après impôts et réinvestissement massif en R&D, était de 32 millions d'euros. J'ai fait un pas vers elle, entrant dans son espace vital. Autrement dit, Sixtine, je gagne en une semaine ce que toi et Guillaume gagnez en 10 ans de carrière cumulée. Je pourrais acheter le Polo Club de Chantilly demain matin, virer tout le personnel, et le transformer en piste de karting privé si l'envie m'en prenait. Je pourrais acheter l'immeuble où tu loues ton appartement et tripler ton loyer. Sixtine a reculé. Elle a regardé la Bugatti à travers la vitre, puis elle m'a regardé. J'ai vu la réalisation l'écraser physiquement. Elle avait passé sa vie à construire une forteresse de supériorité basée sur des mensonges, sur des crédits, sur des apparences, et je venais de la pulvériser avec la vérité brute du talent et du travail. Elle n'était plus la grande sœur riche et protectrice. Elle était la petite brute pauvre qui avait harcelé un géant endormi. 32 millions, a-t-elle murmuré, comme si le chiffre était une langue étrangère qu'elle ne pouvait pas comprendre. Et c'est à ce moment précis, dans ce silence lourd de conséquences, que son téléphone a sonné. La sonnerie stridente a résonné dans le laboratoire aseptisé comme une alarme incendie. Sixtine a regardé l'écran de son iPhone. Son visage, déjà pâle, est devenu livide, cireux. Une terreur pure, primitive, a remplacé la surprise. Qui est-ce ? Ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse, ayant mes propres sources d'information. Elle n'a pas répondu. Elle fixait le téléphone comme s'il s'agissait d'une grenade dégoupillée prête à lui arracher la main. C'est ta banque, n'est-ce pas ? Ai-je continué doucement, impitoyable. Le service contentieux du Crédit du Nord ? Il t'appelle parce que ta carte Platinum a été refusée quand tu as voulu mettre de l'essence tout à l'heure sur l'autoroute ? Ou parce que le prélèvement automatique pour le leasing de ton Range Rover a rebondi pour la 2e fois consécutive ce mois-ci ? Elle a relevé la tête, les yeux écarquillés par l'horreur. Elle semblait nue, dépouillée de toutes ses défenses. Comment tu sais ? Parce que je suis actionnaire majoritaire de la société de recouvrement, Némésie, qui a racheté ton dossier de créances douteuses à la banque il y a 2 mois. J'ai vu passer ton nom sur la liste rouge. Sixtine de Valois. Risque élevé. Surendettement chronique. Maquillage de solvabilité. J'ai personnellement bloqué la procédure de saisie de ta voiture 2 fois, anonymement, pour que tu ne sois pas humilié devant Guillaume et ses parents. J'ai payé tes arriérés, Sixtine. C'est moi qui paie ton essence depuis 3 mois. Elle s'est effondrée sur une chaise de laboratoire ergonomique à 2000 €. Elle a mis sa tête dans ses mains et a éclaté en sanglots bruyants, laids, incontrôlables. Le masque était tombé. Il ne restait qu'une femme effrayée et ruinée. Je suis ruinée, Fanelli. Je suis foutue. Guillaume ne sait rien. Si les Lambert découvrent que j'ai 150 000 € de dette à la consommation, ils annulent le mariage. Ils ont un contrat prénuptial strict, rédigé par leurs avocats. Je voulais juste être à la hauteur. Je voulais que maman soit fière de moi. Je voulais être la fille parfaite. C'était pathétique. Et profondément tragique. Elle avait passé sa vie à écraser les autres pour se sentir grande, alors qu'elle se noyait. Elle avait acheté ce sac Hermès, ces chaussures, ces robes, ces voyages, non pas parce qu'elle les aimait, mais pour remplir un vide abyssal, pour acheter l'amour de nos parents superficiels qui ne juraient que par l'argent. Tu voulais que maman soit fière en achetant des sacs que tu ne peux pas payer ? C'est ça ta définition de la réussite ? Tu ne peux pas comprendre. Tu t'en fiches de la mode, de l'apparence. Pour moi, c'est tout ce que j'ai. C'est mon armure contre le monde. Sans ça, je ne suis rien. Non, Sixtine. C'est ta prison. Regarde-moi. Je porte un t-shirt à 10 €, je conduis une Clio qui tombe en ruine, et je suis libre. Je dors la nuit. Toi, tu es esclave de tes objets et du regard des autres. Tu es une prisonnière dans une cellule dorée dont tu ne possèdes même pas la clé. Soudain, son téléphone a sonné de nouveau. Cette fois, ce n'était pas la banque. C'était un appel vidéo FaceTime. La photo de Guillaume, souriant niaisement, s'affichait sur l'écran.
Sixtine a arrêté de respirer. Son cœur battait si fort que je pouvais presque l'entendre dans le silence du labo. Oh non, c'est Guillaume. Il va voir où je suis. Il va voir tes voitures. Il va comprendre que j'ai menti sur tout. Il va me quitter. Qu'est-ce que je fais? Fanelli, aide-moi. Je t'en supplie. Ne me laisse pas tomber. Elle me regardait avec une supplication désespérée, les mains jointes comme pour une prière. La méchante reine était devenue une mendiante à mes pieds. J'avais le pouvoir absolu. Je tenais son destin entre mes mains graisseuses. Je pouvais la détruire en une phrase. Je pouvais révéler ses dettes, ses mensonges, sa méchanceté. Je pouvais lui faire perdre son fiancé riche et la renvoyer vivre chez nos parents dans la honte éternelle. C'était la vengeance parfaite. C'était ce qu'elle méritait pour toutes ces années de harcèlement. Décroche, ai-je ordonné sèchement. Quoi? Mais, je ne peux pas. Décroche. Il est temps d'assumer. Ou alors je le rappelle moi-même et je lui envoie tes relevés bancaires par mail. Elle a tremblé, a essuyé ses larmes frénétiquement avec le revers de sa main, a remis une mèche de cheveux en place, a pincé ses joues pour leur redonner de la couleur, et a appuyé sur le bouton vert avec un doigt tremblant. Allô, mon chéri? A-t-elle dit avec une voix faussement enjouée, une voix de crécelle qui me donnait la nausée tant elle était habituée à jouer la comédie du bonheur. Sixtine. Enfin. Où es-tu? On t'attend pour le dessert. Ta mère est inquiète, tu es partie tellement vite après Fanelli. Tout va bien? J'ai eu un petit souci, je suis allée voir une amie pour me calmer. Je me suis approchée. Je me suis penchée par-dessus l'épaule de Sixtine pour entrer délibérément, violemment, dans le champ de la caméra. Bonjour Guillaume, ai-je dit calmement, fixant l'objectif. Guillaume a écarquillé les yeux sur le petit écran pixelisé. Fanelli? Vous êtes ensemble? Mais, attends, qu'est-ce que c'est derrière vous? C'est une Bugatti Chiron? Il a plissé les yeux, incrédule, collant son visage à son écran. Et une face Vega noire? Mon Dieu, vous êtes où? Au salon de l'auto de Genève? C'est un garage de collectionneurs? Sixtine est restée muette, tétanisée, attendant son exécution. J'ai pris la parole. J'ai senti le poids du pouvoir. Non, Guillaume. Nous sommes chez moi. Dans mon garage personnel. À 100 lits. Chez toi? Mais. Sixtine m'a dit que tu vivais dans un studio d'étudiante insalubre. Que tu avais du mal à payer ton loyer. Sixtine dit beaucoup de choses, Guillaume. Parfois trop. J'ai vu la panique totale, absolue dans les yeux de ma sœur. Elle me suppliait du regard, un SOS muet, hurlant, ne dis rien. Je t'en supplie. Je ferai n'importe quoi. Je serai ton esclave pour le restant de mes jours. J'ai regardé Guillaume. J'ai regardé Sixtine. J'ai pesé son âme. J'ai réalisé que la détruire publiquement ne me rendrait pas plus heureuse. La tenir en laisse, savoir qu'elle me devait sa vie, c'était une victoire bien plus douce, bien plus durable. Sixtine m'a aidé à ranger, ai-je menti avec une fluidité qui m'a surprise moi-même. C'est le garage d'un de mes clients très fortunés, un émir qui me confie sa collection. Je répare et j'entretiens ses voitures ici. Sixtine est venue me chercher pour s'excuser de son comportement au déjeuner et voir sur quoi je travaillais. Elle voulait s'assurer que je ne manquais de rien. N'est-ce pas, Sixtine? Il y a eu un silence lourd. Sixtine a expiré, manquant de s'évanouir de soulagement. Ses épaules se sont raffaissées. Oui, c'est ça, a-t-elle bafouillé. Je voulais voir le travail de Fanelli. C'est impressionnant. Très impressionnant. Je suis fière d'elle. Ah, je comprends mieux. A dit Guillaume, rassuré, retrouvant son sourire fade et naïf. C'est fantastique, Fanelli. Tu travailles sur des machines incroyables. Je suis jaloux. Bon, eh bien revenez vite, le café est servi et ma mère demande après vous. L'appel a coupé. Sixtine a laissé tomber le téléphone sur ses genoux. Elle pleurait de nouveau, mais des larmes de soulagement, d'épuisement nerveux. Merci Fanelli. Pourquoi tu as fait ça?
Après tout ce que je t'ai dit? Après tout le mal que je t'ai fait depuis qu'on est petite? Je t'ai traité de moins que rien. Je ne l'ai pas fait pour toi, Sixtine, ai-je répondu froidement en m'éloignant pour vérifier une mesure sur un microscope. Je l'ai fait parce que je ne suis pas toi. Je ne tire aucun plaisir sadique à humilier les gens publiquement. Je n'ai pas besoin d'écraser les autres pour me sentir grande. Mais écoute-moi bien, Sixtine. Écoute-moi très attentivement car je ne le dirai qu'une fois. Je me suis penchée vers elle, mon visage à quelques centimètres du sien, mes yeux plantés dans les siens comme des crochets. Les choses vont changer. Radicalement. À partir d'aujourd'hui, tu ne me parles plus jamais sur ce ton. Tu ne m'insultes plus jamais. Tu vas traiter les serveurs, les valets, les femmes de ménage et les petites gens avec un respect absolu. Et surtout, tu vas vendre ce sac. Tu vas vendre tes chaussures. Tu vas rendre ce Range Rover dès demain. Et tu vas commencer à payer tes dettes toi-même, euro par euro, avec ton salaire, pas celui de papa. Je vais surveiller tes comptes via ma société. Si j'apprends que tu as encore emprunté un centime à papa ou menti à Guillaume pour de l'argent, j'appelle ton fiancé et je lui envoie ton dossier bancaire complet avec l'historique de tes mensonges sur 5 ans. C'est clair? Elle a hoché la tête frénétiquement, comme un petit chien apeuré. Oui. C'est clair. Je te le jure. Je ferai tout ce que tu dis. Je vais changer. Bien. Maintenant, sors de mon labo. Je vais te ramener à ta voiture. Mais pas en Clio. Tu ne mérites pas de monter dans ma Clio. J'ai appuyé sur un bouton mural. Le moteur W16 quadriturbo de 8,0 litres de la Bugatti s'est réveillé dans un grondement sourd, un tonnerre profond, tellurique, qui a fait vibrer le sol, les murs, et la cage thoracique de Sixtine. C'était le son de la puissance pure. Monte, lui ai-je dit. Elle est montée dans le siège passager en cuir italien, bougeant avec une précaution extrême, comme si elle entrait dans une cathédrale, ayant peur de souiller le siège avec sa simple présence impure. J'ai sorti la voiture du garage, les pneus larges Michelin Pilot Sport Cup 2 crissant légèrement sur les pavés de la cour. Le soleil de fin d'après-midi, rasant, frappait la carrosserie en fibre de carbone, la faisant scintiller comme un diamant noir facetté. J'ai conduit Sixtine jusqu'à la gare de Senlis. Je ne l'ai pas ramenée à Chantilly. Je ne voulais pas revoir mes parents ce jour-là. Je ne voulais pas de leurs excuses hypocrites, ni de leur admiration soudaine intéressée. L'habitacle était silencieux, hormis le ronronnement du moteur. Sixtine n'osait pas respirer. Tu rentreras en train, ou en Uber, ai-je dit en m'arrêtant devant le parvis de la gare. Je ne veux pas que ta négativité souille mon intérieur plus longtemps. Et ne dis rien aux parents pour l'instant. Laisse-les mariner. Elle est descendue de la voiture. Les passants s'arrêtaient, bouche bée, pour regarder le bolide extraterrestre. Certains sortaient leur téléphone pour filmer, criant d'excitation. Pour la première fois de sa vie, Sixtine était à côté de l'objet le plus cher, le plus exclusif et le plus admiré de toute la ville, mais elle avait l'air misérable, petite, voûtée, vaincue. Elle n'était plus qu'un accessoire à côté du chef-d'œuvre. Elle s'est penchée vers la fenêtre ouverte. Ses yeux étaient rouges, son visage bouffi. Fanelli, est-ce qu'un jour, on pourra être des sœurs? Des vraies? Sans l'argent, sans tout ça? Est-ce que tu pourras me pardonner? J'ai regardé la route devant moi, mes mains serrant le volant gainé d'Alcantara. Le pardon se mérite, Sixtine. Il ne se donne pas. Peut-être un jour. Quand tu auras appris à aimer les gens pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils ont. Mais ça va prendre du temps. Beaucoup de temps. La confiance se gagne en gouttes et se perd en litres. Tu as vidé le réservoir aujourd'hui. J'ai enclenché la première palette au volant. Maintenant, va prendre ton train. Et n'oublie pas, je te surveille. J'ai appuyé sur l'accélérateur. La Bugatti a bondi, me collant au siège avec une force brutale et jouissive de 1,6 G, laissant ma sœur sur le trottoir, une minuscule silhouette disparaissant dans mon rétroviseur, noyée dans la poussière de ma réussite. Je suis rentré chez moi, seul, mais pas solitaire. J'ai garé la Bugatti à côté de la Clio. J'ai caressé le capot chaud de ma vieille Renault avec tendresse. J'ai éteint les lumières du garage, plongeant mes monstres d'acier dans le sommeil.
Je suis montée dans mon salon, j'ai pris un verre de vin, un Château Margaux 2015 que j'avais acheté moi-même lors d'une vente aux enchères et j'ai regardé par la fenêtre le soleil se coucher sur les toits de Senlis et sur mon domaine secret. Mon téléphone a vibré sur la table basse. C'était un message de maman. Sixtine nous a dit que tu répares des voitures de luxe pour des clients maintenant? C'est mieux que les réveils, j'imagine. Essaie de ne pas te salir les mains et sois poli avec les propriétaires, ça pourrait nous faire des relations. J'ai lu le message. J'ai souri. J'ai posé le téléphone face contre table. Ils ne changeront jamais. Ils resteront enfermés dans leur petite boîte dorée d'apparence, esclaves de ce que les autres pensent d'eux. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est plus mon problème. Parce que je n'ai plus besoin de leur validation. Je n'ai plus besoin qu'ils comprennent. Je connais ma valeur. Elle se chiffre à 9 zéros sur un compte en banque suisse, certes, mais surtout, elle se mesure à ma liberté. La liberté d'être moi-même, tachée d'huile ou en robe de soirée, en Clio ou en Bugatti. Et cette liberté-là, aucune carte de crédit, aucun nom de famille, aucun titre de noblesse ne pourra jamais l'acheter. Je suis Fanélie de Valois, ingénieure, et je suis libre. Et vous, mes amis? Avez-vous déjà été sous-estimé, méprisé par ceux qui étaient censés vous soutenir? Avez-vous une Clio qui cache une Bugatti dans votre vie, que ce soit un talent caché, une passion secrète, ou un succès que vous gardez pour vous par humilité? J'espère que mon histoire vous a donné la force de continuer à croire en vous, peu importe ce que disent les autres. Rappelez-vous toujours, l'habit ne fait pas le moine, et la voiture ne fait pas le conducteur. La vraie richesse est celle qu'on ne voit pas. Si cette histoire de revanche et de justice vous a plu, s'il vous plaît, laissez un j'aime sur la vidéo, ça aide énormément la chaîne à grandir et à partager ses leçons de vie. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater la prochaine histoire de karma instantané. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de motivation aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous, croyez en vous, et à bientôt.